Être face à quelqu'un qui pleure et qui souffre, ce n'est jamais facile. On veut réconforter, mais les mots ne viennent pas toujours, ou alors ils sortent maladroits. Parfois, on en dit trop, parfois pas assez. On cherche à consoler, mais sans s'en rendre compte, on minimise, on met une pression involontaire à aller mieux. Alors, comment accompagner quelqu'un qui traverse un moment difficile ? Comment être présent sans envahir, soutenir sans brusquer ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode pour se donner les moyens d'offrir un espace relationnel d'accueil et d'écoute. Vous écoutez Ose être toi avec Amanda, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de l'authenticité et des relations qui font du bien. Ici, on parle de ce qui peut vous permettre de vous sentir plus libre et pleinement vivant. Je suis psychologue et psychothérapeute et dans chaque épisode, je vous invite à un moment de réflexion, de douceur et parfois de petits électrochocs. Parce qu'être soi, c'est un sacré voyage. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker, le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et laisser un avis ou un commentaire. Parce que c'est grâce à vous qu'il continue d'exister, de grandir et d'inspirer d'autres personnes. Allez, c'est parti, bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et si c'est pas le cas, alors j'espère que cet épisode vous apportera du réconfort, du baume au cœur, vous permettra de vous apaiser un peu et d'aller un petit peu mieux. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de comment accompagner notre entourage quand un proche ne va pas bien. Et en particulier quand quelqu'un pleure devant vous. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut ne pas dire ? Et en premier lieu, je crois qu'en fait, il n'y a rien de particulier à dire. En revanche, il y a des choses à ne pas dire ou à ne pas faire. Alors, évidemment, il y a tout un tas de réactions quand on va pas bien autour de soi. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est quand même que on est en difficulté avec ça dans notre société. On nous apprend pas à savoir comment faire pour accueillir la tristesse et la douleur de l'autre. Donc, je vais vous dire des choses qui risquent de piquer un peu aujourd'hui. Je préfère vous prévenir parce que je vais vous dire des choses que vous faites certainement sans jamais vous être questionné là-dessus ou en pensant bien faire, alors que parfois, ça correspond pas à une attitude d'accueil et d'écoute. Voire, ça provoque ce qu'on voulait à tout prix éviter. Donc la première chose à faire, c'est de vous donner de l'indulgence et puis de la patience et de vous entraîner au fur et à mesure, au fil des jours et des semaines et des mois à venir. C'est de l'entraînement. On se réveille pas un beau jour en étant très à l'aise avec les émotions de l'autre et avec ce que ça nous fait, parce que vous allez le voir, si on ne sait pas toujours comment réagir, c'est parce que on a aussi à gérer nos propres émotions quand l'autre exprime les siennes et que ça vient réveiller les nôtres. Et donc, il n'y a pas un déclic qui se fait, c'est encore une fois, comme à chaque épisode, c'est de l'apprentissage et c'est de l'entraînement. Armez-vous de patience et d'indulgence et on va voir comment on fait pour le reste. Alors déjà, les phrases qui sont à tout prix à éviter, c'est les phrases qui invalident l'émotion, qui invalident ce qu'est en train de vivre la personne en face de vous. Et ces phrases, ce sont par exemple « Ah bah non, pleure pas, faut pas pleurer pour ça, c'est pas grave, ça va aller. Ah écoute quand même, il y a pire dans la vie, on va pas en faire un drame. Bon, allez, sèche tes larmes là, et puis on y va. Allez, hop, ça y est, c'est terminé. Je vais te préparer un bon café, et puis ça va aller. » Je vous ai dit que ça allait piquer aujourd'hui, et je pense que vous êtes certainement reconnus dans une de ces phrases.
Et si c'est le cas, je voudrais vraiment que vous puissiez vous déculpabiliser, vous décomplexer, vous détendre avec ça, même en rire, parce que il y a vraiment un manque d'information autour de ça et il y a un vrai message à faire passer. Et si on s'en veut, si on commence à prendre ça très au sérieux, alors on risque pas de pouvoir regarder ce qu'on fait et commencer à faire autrement. Il n'empêche que ces phrases sont vraiment à éviter parce que, en fait, vous venez court-circuiter l'expression émotionnelle. L'émotion, elle a besoin de circuler, elle a besoin de s'évacuer. On s'autorise peu à pleurer dans notre société, encore moins à pleurer en présence de quelqu'un. Si vous saviez le nombre de personnes qui s'excusent de pleurer dans mon cabinet, alors que s'il y a bien un endroit où, a priori, on peut s'autoriser de pleurer en présence de quelqu'un, c'est bien chez un psy, pour vous dire à quel point c'est réprimé et à quel point on se l'interdit. Et quand la personne se met à pleurer, la seule chose, dans un premier temps, qu'il y a à faire, c'est de lui ouvrir l'espace de vos bras et de lui dire « Vas-y, pleure, je suis là, vas-y, laisse sortir, pleure tout ce que tu as besoin de pleurer, je suis avec toi. » De lui prendre la main, de lui mettre la main sur l'épaule, de la prendre dans vos bras, de lui dire « Oh là là, ça a l'air dur pour toi, vas-y, lâche. » Et tout d'un coup, quand on fait ça, il y a quelque chose qui est soulagé, qui se détend à l'intérieur. Quand on dit les phrases c'est pas grave, ça va aller, ne pleure pas, il y a quelque chose qui se contracte, qui se crispe, et on se met à retenir notre émotion quand on reçoit ces mots-là. Parce que on a l'impression que notre émotion n'est pas légitime, qu'on n'a pas le droit de ressentir ce qu'on est en train de ressentir, ou que c'est pas la chose à faire, c'est pas le bienvenu, ou alors que c'est disproportionné. Donc on va s'empêcher l'expression. Et ça peut même aller jusqu'à s'empêcher de ressentir. On va se couper de soi. C'est pas seulement l'expression émotionnelle qui est bloquée, c'est tout le système. Et on n'a plus accès à nos propres émotions. Donc ça a des conséquences vraiment importantes et vraiment délétères. Évidemment, si on dit à quelqu'un « ne pleure pas, ça va aller », c'est qu'on est en train de se rassurer soi-même en même temps qu'on essaye de rassurer l'autre. Parce que quand le niveau d'eau monte en face, eh bien le niveau d'eau monte chez moi. Quand il y a quelqu'un que j'aime qui se met à pleurer, qui se met à exprimer une tristesse, une douleur, ça me serre le cœur. Ça fait mal, vraiment. Si je suis connectée à moi, à mes émotions, mais ça me brise le cœur de voir ça. J'ai pas du tout envie que les gens que j'aime soient tristes. Donc, par mouvement réflexe, quand on n'est pas habitué, pas accoutumé à ça, on peut avoir envie d'éteindre l'incendie chez l'autre pour pas que l'incendie prenne chez moi. La première chose qui puisse vous aider, c'est de vous dire, de poser une main sur votre poitrine et de vous dire « ça me fait mal pour toi », de vous dire ça à vous-même. Ce que l'autre est en train de ressentir, là, ça lui appartient, et de poser une main, l'autre main qui va vers l'autre, et qui dit « ça lui appartient ». C'est sa peine, c'est sa tristesse, c'est son angoisse, c'est sa colère. Et moi, voilà ce que ça me fait. Moi, ça me rend triste de voir cette personne dans cet état-là. Et ça vous appartient à vous. En tout cas, dans l'espace relationnel, c'est le moment, autant que faire se peut, de l'émotion de l'autre. Donc moi, je suis conscient de ce que ça me fait. Ça me rend triste pour l'autre. Et en plus, là où
ça va être encore plus complexe. C'est que ça peut venir réveiller vos propres blessures, c'est-à-dire que au-delà de l'empathie dans laquelle vous êtes pour cette personne que vous aimez, ou simplement parce que c'est un autre être humain qui est en train d'exprimer quelque chose de douloureux, même si vous connaissez pas cette personne, eh bien ça peut venir réveiller des blessures anciennes à vous. Il y a quelque chose de similaire. Ça fait comme une caisse de résonance. Et votre corps, eh bien, vibre sur la même fréquence et ça vient réveiller quelque chose qui vous appartient. Mais on ne peut pas être triste à la place de l'autre. Ça, c'est vraiment à entendre et à comprendre. On n'est jamais à la place de l'autre. On n'y sera jamais. Donc, autant ne pas essayer. Je reste à ma place à moi. Et alors, je peux être une ressource si je reste à ma place à moi. Si je me mets à ressentir à la place de l'autre, qui occupe ma place à moi? Plus personne. Je ne suis plus une ressource. Je suis envahie par l'autre, je suis en confusion avec l'autre. Donc j'essaye au maximum de m'ancrer, de poser une main sur ma poitrine et de me dire, ok, moi je suis là, voilà ce que ça me fait, c'est pas facile, c'est pas agréable. On se donne de l'empathie à soi, c'est pour ça que je vous parlais de patience et d'indulgence. Et j'accueille ce que l'autre a exprimé. D'abord très simplement. Peut-être que parfois ce qu'il y a de plus juste, c'est même ne rien dire. C'est juste rester en silence. Éventuellement avec un geste affectueux. Et lui dire, vas-y, pleure. Et si c'est possible, dans un deuxième temps, quand vous devenez familier avec ça, c'est de venir valider ce que la personne ressent. De venir dire, ça a l'air dur pour toi, je comprends que ce soit difficile, ça a l'air douloureux. Est-ce que tu as envie de me dire ce qui se passe pour toi? Parce que vraiment là, je te vois... Et de décrire ce que vous observez, factuellement, physiquement. Je te vois crispé, ou je te vois, tu retiens tout, alors que ça a l'air lourd. Peut-être que tu peux lâcher, peut-être que tu peux t'alléger, peut-être que tu peux me parler. Si tu as envie de pleurer, c'est ok. De rester dans quelque chose d'ouvert, d'hypothétique, d'accueil. De pas plaquer non plus oh là là, tu es triste. C'est pas ça. C'est ça à l'air, ça ressemble. Voilà ce que ça m'évoque à moi. Est-ce que c'est le cas? D'aller vérifier en fait. D'avoir de la curiosité pour ce qu'est en train de vivre l'autre. C'est ça, être dans l'accueil, c'est être en ouverture, être dans la curiosité. Se demander, mais qu'est-ce qui se passe là? Même si vous avez l'impression de déjà savoir. De se mettre dans une posture de « je ne sais pas ». Et donc, je vais aller demander ce qu'il se passe. Et de surtout pas chercher de solution immédiate pour faire taire ce qui est en train de se dérouler. Pour interrompre ce qui est en train de se dérouler. Il n'y a pas de solution. Les solutions, elles viendront éventuellement après, et j'y reviendrai. Mais pour le moment, c'est un temps émotionnel, d'expression, de larmes, de paroles. Si on cherche une solution trop vite, l'autre ne va pas se sentir écouté, voire peut se sentir décrédibilisé, annulé, nié. Par exemple, je vais vous donner mon exemple à moi. Alors, je suis très sensible et je pleure. Pour moi, pleurer, c'est une soupape incroyable. Quand je suis sous pression, quelle que soit la pression que je suis en train de vivre, qui s'exerce sur moi, je sais que quand j'arrive à pleurer, c'est la délivrance. C'est qu'il y a quelque chose qui se relâche et ça circule à nouveau. Et je suis à nouveau en pleine possession de mes moyens, de mes ressources. Je peux à nouveau réfléchir, je peux trouver des solutions par moi-même. Donc j'ai besoin de pleurer. Et j'ai besoin de me sentir accueillie, de me sentir entendue dans cette émotion-là, juste qu'on reste avec moi. Et puis ça s'apaise, ça se calme. Et si à ce moment-là, on me propose une solution ou même après, en fait, si j'ai pas demandé, j'aime pas qu'on me propose des solutions. Parce que j'ai l'impression
Quand on m'apporte une solution, souvent c'est des solutions toutes faites qui me correspondent pas en plus. Ça me va pas du tout et voire ça provoque de la crispation chez moi, parfois même de la colère. Parce que c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce dont j'ai besoin. Pour moi, c'est pas le moment de la résolution de problème. Déjà, c'est le moment de l'émotion où j'ai besoin de faire une pause. Et surtout, en fait, j'ai l'impression qu'on vient me dire « Tu n'es pas capable de trouver une solution toute seule, donc je te dis comment faire. » Ou alors, j'estime que ma solution à moi est mieux que la tienne, donc je te dis comment faire. En tout cas, j'ai l'impression qu'on me dit quoi et comment faire et qu'il y a une forme de contrôle extérieur. Et quand on me dit tu devrais faire ça ou tu dois faire ça, c'est comme si on venait annuler mon pouvoir à moi de trouver une solution pour moi. Comme si on venait annuler ma capacité, ma responsabilité. Je sais ce que j'ai à faire, ou je vais le savoir assez vite. Là, j'ai juste besoin d'exprimer et de rassembler mes idées. Et si je sais pas, je sais aussi demander. C'est tout à fait différent quand c'est moi qui demande. Et j'hésite pas à dire est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait m'aider? Est-ce que tu as une adresse, un contact? Ou alors qu'est-ce que tu penses de ça? J'hésite entre faire ça et faire ça. Quel est ton avis? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux me dire, toi qui me connais bien, qu'est-ce que tu penses de ça? Et là, la démarche est tout à fait différente parce que c'est moi qui suis venue demander conseil. C'est moi qui viens chercher la ressource ou la solution. Donc, ce n'est pas à vous de trouver une solution pour l'autre. Vous êtes là en accompagnement, en soutien. Si au départ c'est très difficile parce que si vous avez tendance à apporter des solutions, vous allez vous apercevoir que c'est un automatisme et que presque, si vous vous empêchez de le faire, ça va vous gratter. Ça va vous démanger. Et vous allez dire « Oh, mais je sais ce qu'il faudrait que cette personne fasse et pourquoi elle le fait pas, elle devrait savoir comment faire. » Il peut y avoir ce discours intérieur-là. Donc c'est rester en retrait avec ça, de voir ce que ça vous fait, justement de vous occuper plutôt de ce que ça vous fait et de trouver des solutions pour vous, plutôt que de trouver des solutions à l'autre, de trouver des solutions pour vous à l'inconfort que ça génère chez vous. Et éventuellement de lui demander « Est-ce que tu as envie que je trouve une solution pour toi ou avec toi? Est-ce que tu as envie que je te donne des conseils ou que je te donne mon avis ?» Et de pouvoir respecter ce que l'autre vous dit. Si la personne vous dit « C'est pas du tout le moment, là, je suis pas là-dedans », eh bien, de patienter et encore une fois de vous occuper de ce que ça vous fait, de la frustration que ça génère chez vous. Et puis, il y a un effet que j'ai observé, c'est souvent que quand ça nous arrive pas à nous, on n'est pas dans la même temporalité. On voudrait que ça aille très vite chez l'autre, alors que quand ça nous arrive à nous-mêmes, on a besoin de temps. On a besoin de vivre ce qu'on a à vivre, de vivre l'expérience, de vivre l'émotion, de souffler, de respirer, d'essayer des choses, de se tromper, de vivre à nouveau une émotion, d'expérimenter, d'avancer comme ça un peu par essai et puis je réajuste quand ça fonctionne pas. Et ça prend du temps. Et quand on voit ça de l'extérieur, eh bien on peut avoir l'impression que c'est pas assez rapide, que ça va pas assez vite. Donc c'est de ralentir un peu et d'autoriser l'autre à prendre son temps. C'est pas dans la précipitation. Pour aller mieux, ça peut nécessiter du temps. Il y a aussi quelque chose qui me paraît important, c'est de vous respecter, vous, de connaître vos limites à vous, de savoir quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que vous pouvez plus, quand est-ce que c'est trop violent à entendre pour vous, de pouvoir dire écoute, je peux plus écouter là, je sens que c'est trop pour moi. Est-ce que tu pourrais en parler à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait écouter ça? Est-ce que tu pourrais prendre rendez-vous avec un professionnel?
parce que moi, c'est pas possible. Je pense à ça, par exemple, si vous êtes un professionnel et que vous travaillez dans la relation, que ce soit au niveau éducatif, la relation d'aide, peu importe, il y a des choses, si on vous raconte des traumatismes et que vous n'êtes pas formé à ça, vous n'êtes pas habitué, eh bien, parfois, c'est pas votre rôle et c'est sain de dire je peux pas entendre ça. Ou alors parce que même si vous êtes professionnel, et ça m'est déjà arrivé, quand ça vient réveiller des choses qui sont soit trop rapprochées dans le temps avec ce que vous avez vécu, c'est encore trop frais pour vous, ou alors ça vient toucher des choses vraiment très profondes chez vous, c'est important de pouvoir dire je peux pas recevoir ça, je suis pas en capacité de, ou j'ai pas les compétences, ou je suis pas disponible pour ça psychiquement, et je préfère vous orienter vers quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, c'est un vrai signe de confiance, de responsabilité, de maturité. Donc, c'est important de savoir où sont vos limites. Et puis, si vous accompagnez un proche dans quelque chose de lourd, que ce soit une maladie, que ce soit un deuil, quelque chose qui va durer dans le temps, c'est important de vous occuper de vous ressourcer, de prendre des temps pour vous. Même si c'est votre partenaire de vie, si c'est un parent, vous n'avez pas à être là 24 heures sur 24. Et c'est pas égoïste de prendre du temps pour soi, c'est très altruiste au contraire parce que vous allez pouvoir rester là dans la durée. Si vous ne vous occupez pas de vous, vous risquez de vous essouffler, de vous épuiser et il y aura plus personne. Ni pour vous, ni pour l'autre. Donc c'est important de se ressourcer, de respirer, d'aller marcher, d'aller écrire, de vous aussi être accompagné, que ce soit par d'autres proches ou par un accompagnant professionnel. De pouvoir parler de ce que ça vous fait. C'est légitime que ce soit difficile d'accompagner quelqu'un qui va pas bien. Vous avez le droit de le dire, de le nommer, d'être entendu pour ça, d'être entendu dans votre émotion à vous. Parce que vous êtes en train d'accompagner quelqu'un et c'est légitime que vous le soyez aussi. Vous avez besoin, au même titre que la personne que vous êtes en train d'épauler et de soutenir. Et puis, j'avais aussi envie de quand même faire une petite mise en garde. Parce que il y a des gens qui sont, qui ont une compétence à aller mal. Et à se mettre en posture victimaire. C'est-à-dire qu'il s'agit, tout à l'heure je vous parlais de trouver des solutions, pour ces personnes-là, il ne s'agit pas de trouver des solutions. Et donc, aucune solution que vous allez proposer ne sera efficace, mais surtout, ces personnes-là ne mettent rien en place, ne se font pas aider, ne vont pas voir un médecin, ou un psy, ou faire du sport, ou marcher. Il y a quelque chose, il y a comme une force assez puissante qui les maintient dans ce mal-être. Ou alors, ça peut être d'essayer une fois et puis ça tient pas dans le temps. Ça retombe. Mais il n'y a rien qui est réellement mis en place pour que ça aille mieux. Et ça vous appartient pas. Et vous n'avez pas à vous essouffler, à vous épuiser pour ça. Si la personne ne décide pas d'aller mieux et de mettre des choses en place parce que ça nécessite de mettre des choses en place, même si c'est plein de petites actions cumulées et ça demande du temps, c'est ce que je vous disais à l'instant, il n'empêche que ça nécessite qu'on mette des choses en place. Et si la personne n'est pas disposée à le faire, quelle que soit sa raison, ça ne vous appartient pas, vous n'en êtes pas responsable, et je vous invite à vous protéger. À pouvoir dire stop, à ne pas rentrer dans cette dynamique parce que c'est entretenir le problème de l'autre que de faire ça. Et en plus, en vous sacrifiant au passage, en vous oubliant, en vous faisant du mal à vous-même. Donc c'est pas juste pour vous, et encore une fois, c'est pas l'aider. Parce qu'à chaque fois, si vous accourez, vous êtes sa solution, mais il n'y a rien de pérenne qui est mis en place. Il n'y a rien d'efficace qui est mis en place. Et parfois,
La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais c'est tellement juste et je l'ai observé tellement de fois. Parfois, la meilleure chose qu'on puisse faire pour aider quelqu'un, c'est arrêter de l'aider en permanence. C'est arrêter d'accourir et arrêter d'être là. Et alors, la personne va devoir, éventuellement, parce qu'il n'y a pas de garantie, chercher d'autres ressources et va se remettre en mouvement. Mais tant que vous êtes là, ça la maintient dans un espèce d'immobilisme et c'est un jeu que vous jouez à deux. Il y a une forme de codépendance. Et encore une fois, je vous le disais dans l'épisode précédent sur le pouvoir de dire non, mais vous pouvez choisir à qui vous donnez. Et puis vous pouvez choisir de changer d'avis et de dire « Écoute, je t'ai beaucoup donné et maintenant j'ai besoin de revenir à moi, j'ai besoin de m'occuper de moi ou de m'occuper d'autres personnes. Mais là, je peux plus. C'est plus possible. Donc je vais prendre du recul, je vais m'éloigner parce que ça me fait pas du bien cette relation et tant que ce sera comme ça change rien à ce que je ressens pour toi. Et tant que ce sera comme ça, c'est plus possible pour moi. Donc prends soin de toi. Va t'occuper de toi. Et j'espère qu'on pourra se retrouver. Pour terminer, accompagner quelqu'un qui va mal, ce n'est pas trouver les mots parfaits ou la solution miracle. Ça n'existe pas. Rien de ce que vous pourrez dire ou faire ne pourra retirer la douleur de l'autre. Ça ne l'empêchera jamais de ressentir ce qu'elle ou il a à ressentir, ce qu'elle ou il a à vivre. C'est son chemin, son processus. Ses émotions, elles sont saines, elles sont là pour une bonne raison. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que mes douleurs, pour rien au monde, je voudrais qu'on me les retire. Elles sont à moi. Elles font partie de moi. Les deuils de ma vie m'ont permis de grandir, d'avancer, d'évoluer. Ces chagrins-là sont aussi le symbole de tout l'amour que j'ai pu porter à d'autres et que je me porte à moi-même. Et parce qu'à la fin de ma vie, je pourrais dire que si j'ai été si triste, parfois, c'est parce que j'ai beaucoup aimé. Alors je vous invite plutôt à autoriser les autres que vous aimez à vivre ce qu'ils ont à vivre. Donc retenez qu'il n'y a pas de mot miracle, il n'y a pas de formule magique, pas de parole qui pourrait nous éviter les grandes douleurs et les grandes épreuves que nous avons à traverser dans notre vie. Et que les émotions qui les accompagnent, elles nous aident à traverser ça. Elles font partie entièrement du processus. Pour conclure, je voudrais vous encourager à pouvoir être là pour les autres, à contribuer pour eux, et puis aussi à laisser les autres contribuer pour vous parce que c'est aussi un acte de générosité que de laisser les autres contribuer pour vous. Et de ne pas les empêcher d'être là pour vous. C'est formidable de pouvoir contribuer. Regardez la joie que ça vous fait quand vous avez pu apporter aux autres. Alors laissez-les vous apporter à vous au lieu de vous couper d'eux quand ça va pas. Je vous invite vraiment à vous ouvrir, à leur faire de la place, à leur offrir la chance d'être à vos côtés, de se tenir à vos côtés. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de James Richard Arnold qui dit « Si tu es trop fatigué pour parler, assieds-toi à côté de moi, je parle aussi couramment le silence. » Merci pour votre écoute, à très vite.